Très Excellent. bien. C'est bon ça? C'est bon, oui. Très bien, oui. Voilà, ok. Alors, bon, je dois vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui me paraît important, bien que urine au lit du malade, c'est un sujet que vous faites tous les jours, que tout le monde, que tout médecin fait tous les jours, mais qui ne lui accorde pas l'importance voulue. Alors, ce que nous disons, nous, en tant que pédiatre, c'est que lorsque vous avez un enfant et que vous l'examinez parce qu'il a un problème rénal ou un problème métabolique, il faut absolument examiner les urines. Et l'examen des urines fait partie intégrante l'examen des urines fait partie intégrante de l'examen de tout patient atteint de maladie rénale ou urologique et de certaines maladies métaboliques, comme je viens de le dire. Les urines varient de couleur, comme vous le savez. Vous avez observé, chacun a observé ses propres urines, et puis vous voyez que l'urine va de la couleur transparente lorsque vous êtes très bien hydraté à la couleur extrêmement brune foncée lorsque vous êtes, par exemple, en restriction hydrique. Et cette coloration, lorsque vous examinez beaucoup d'urine, vous allez vous habituer et vous allez savoir la différence entre ce qui est pathologique et ce qui n'est pas pathologique. Les urines, même lorsqu'elles sont de couleurs différentes, elles sont toujours claires. Ça, c'est le point le plus important. Pas toujours claires, mais de temps en temps, elles peuvent être troubles. Ce qu'il faut retenir, c'est que les urines troubles ne sont pas toujours pathologiques. Ça, c'est déjà un point important. Alors, qu'est-ce qui va entraîner des urines troubles à l'état normal physiologique? C'est les phosphates, les carbonates que vous avez dans les urines, vous avez l'acide urique, vous avez les bactéries, les levures et le sperme, et ces éléments-là vont entraîner des urines troubles sans que ce ne soit pathologique. Alors, vous avez aussi des couleurs inhabituelles des urines, mais qui ne suggèrent pas une pathologie rénale. C'est pour ça que lorsque vous avez une coloration anormale d'urine, vous devez toujours vous intéresser pour savoir quelle est l'alimentation qu'a reçue l'enfant. Et vous voyez ici, par exemple, s'il a consommé des baies rouges, la betterave ou la rhubarbe, il peut avoir une coloration rouge des urines sans que cela soit pathologique. Ensuite, comme nous consommons beaucoup de produits manufacturés, surtout dans notre alimentation, et vous savez tous que ces produits manufacturés contiennent des colorants, et ces colorants peuvent colorer les urines. Vous avez, par exemple, lorsque vous consommez beaucoup de carottes, vous avez des urines jaunes, ça ne veut pas dire que ce soit des urines pathologiques. Une caractéristique particulière, à l'époque, on traitait les infections avec le bleu de méthylène, et vous regardez ici, vous avez la couleur bleue qui peut se voir, mais ça, ce n'est pas pathologique, c'est le médicament qui a cette coloration. Ensuite, vous avez de temps en temps des urines noires. Lorsque vous prenez la L-Dopa, par exemple, vous prenez ces différentes alimentations avec le sorbitol, par exemple, qui peuvent donner des urines noires. Mais vous avez aussi des urines noires que vous pouvez voir lorsque vous prenez des médicaments, et vous avez par exemple des antipaludéens de synthèse, vous avez certaines maladies comme l'alkaptonurie, la fièvre bilieuse hémoglobinurique ou la porphyrie. Ensuite, vous avez des colorations inhabituelles qui vont du rouge foncé et à l'oranger, et je vous ai cité ici certains médicaments, ce n'est pas la peine de vous agacer parce que vous n'allez pas les retenir tous. Donc retenez que lorsque vous avez un examen des urines et la couleur des urines vous paraît anormale, la première des choses, c'est d'interroger sur l'alimentation et d'interroger sur les médicaments qui ont été pris et surtout de produits manufacturés qui contiennent beaucoup de colorants. Alors, là aussi, je suis en train de passer par les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que là, par exemple, les jaunes, la couleur jaune, c'est lorsque vous voyez surtout la bilirubine, ou bien lorsque vous faites un examen à la fluorocéine, vous avez la couleur des yeux, le globe oculaire qui devient jaune, et vous avez aussi les urines qui deviennent jaunes. Vous avez la couleur orangée avec les différents médicaments, et surtout dans la couleur orangée, vous avez surtout la carotte et la vitamine A. Bien entendu, vous avez tous remarqué que lorsque vous prenez le complexe vitaminé, que ce soit par exemple l'hydrosol, vous avez une coloration jaune ou jaune-orangé des urines qui n'est pas du tout pathologique. De temps en temps, on a une lipidurie. La lipidurie, elle est toujours pathologique. C'est des urines qui sont laiteuses.
On voit ça dans le syndrome néphrotique parce qu'il y a des lipides en quantité importante. Vous avez dans la chylurie, et lorsque vous avez une polynucléose neutrophile très importante, ou bien dans la pathologie qui s'appelle l'hyperoxalurie primaire. Donc, ces éléments-là vous permettent, si vous voulez, déjà avec cette analyse des urines à l'œil nu, au regard uniquement, de vous permettre de vous orienter déjà et de séparer entre ce qui est pathologique et ce qui est physiologique. Maintenant, nous allons voir les couleurs anormales évoquant une pathologie. Vous avez la couleur brun foncé ou rouge qui suggère donc le sang ou l'hémoglobine ou la myoglobine. La couleur bleue ou verte, c'est une infection urinaire à pseudomonas. Et puis vous avez, lorsque vous faites uriner l'enfant qui a un syndrome néphrotique, vous avez des urines mousseuses. Et lorsque vous avez des urines mousseuses, la plupart du temps, c'est dû à la présence de protéines. Ensuite, vous avez l'odeur, et là, mon ami Hamdaoui est là. L'odeur de poisson pourri, c'est l'hyperméthionémie. La moisissure, c'est la phénylcétonurie ou l'encéphalopathie hépatique. Le sucre caramélisé, c'est la leucinose, pardon. Les fruits frais, c'est l'acétone. Et l'ammoniac, c'est l'odeur de l'ammoniac que vous sentez lorsque vous rentrez dans la toilette publique algérienne. Ça sent très mauvais, c'est l'odeur de l'ammoniac. Alors maintenant, le deuxième geste qu'on fait après avoir examiné de manière précise les urines, on va faire l'examen à la bandelette. Il faut reconnaître quand même que la bandelette, ça a été d'un apport extraordinaire pour le praticien. Parce que tous ces examens-là que nous faisons avec la bandelette étaient initialement faits une par une au laboratoire. Et avant, pour vous faire rigoler, avant, lorsque on n'avait pas ces bandelettes et on n'avait pas de l'analyse, le médecin goûtait les urines pour savoir si c'était sucré ou pas, d'où le terme de diabète sucré et de diabète insipide. Diabète relou, diabète samut, parce que le médecin goûtait les urines. Heureusement qu'on n'en est plus là, on a de la chance, on n'est pas comme nos prédécesseurs. Alors, pour les bandelettes urinaires, et là je vais aller un peu plus lentement pour que vous puissiez échanger avec moi, il y a plusieurs marques de bandelettes qui sont disponibles dans le monde et les plus vieux d'entre vous ont déjà vu des bandelettes importées. Actuellement, nous, en Algérie, les marques varient selon le gré des marchés. Mais il y a un produit de fabrication locale qui est actuellement en vente. Alors, l'examen à la bandelette, c'est l'un des tests les plus utilisés au lit du patient. Il peut être utilisé pour le dépistage, il peut être utilisé pour des indications spécifiques. Alors, et là, lorsque, par exemple, vous avez des urines rouges, vous faites l'analyse, vous vous attendez à trouver du sang. Mais, ce qu'il faut retenir, et vous rappeler ce que j'ai dit en préambule, pour vous dire que les résultats ne peuvent avoir aucune signification pathologique. Et les résultats faussement négatifs ou faussement positifs avec les bandelettes sont très nombreux. Et ces résultats sont très nombreux, et c'est ce que je vais essayer de détailler avec vous. Regardez ici, c'est les bandelettes que nous avons en Algérie. Vous avez les deux catégories. Vous avez les bandelettes avec 5 examens sur la droite et vous avez les bandelettes à 10 examens. Retenez 10. Et vous voyez ici, lorsque vous voyez le prospectus parce que la plupart des Algériens, et surtout les médecins, ne lisent pas les prospectus qui sont donnés par l'APSTIX. Or, le prospectus, c'est une feuille qui est assez longue. Et puis nous, on est un peu paresseux, on ne veut pas lire. Mais regardez, si vous lisez ce prospectus, ce qui vous frappe, c'est que vous avez 10 bandelettes. Lorsque vous comptez, vous avez 10 bandelettes. Et lorsque vous voyez dans le prospectus, vous avez 11. Vous avez de l'acide ascorbique, le glucose, jusqu'au leucocyte. Et si vous comptez, vous trouvez 11. Ça veut dire qu'il y a une bandelette qui, dans cette boîte, n'existe pas. Et cette bandelette, c'est l'acide ascorbique. Or, l'acide ascorbique est un examen important, comme nous allons le voir. Voilà, j'ai fait la comparaison entre le produit Roche, que nous n'avons pas, donc je ne fais pas de publicité pour ça. Regardez comment le produit est préparé, et vous avez 11 bandelettes. Et vous avez le Kashif, qui est actuellement vendu en Algérie, et vous avez 10 bandelettes, et regardez comment la préparation est faite. Et là, vous avez, tout le monde a vu ça, lorsque vous trempez la bandelette dans les urines, ensuite vous lisez, et regardez ici, il vous donne des différentes colorations des différentes bandelettes.
Et ces colorations, vous faites le comparatif et vous avez ensuite les résultats. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et alors, comment il faut les éviter? La chose qu'il faut faire, c'est de conserver les bandelettes dans leur boîte d'origine bien fermée. Il faut laisser le dessiccateur en place et ne pas utiliser au-delà de la date de péremption, ça c'est extrêmement important. Malheureusement, pour les médecins qui travaillent, les médecins de ville et les médecins privés, la bandelette, il y a 100 bandelettes dedans, mais comme ils ne peuvent pas faire 100 bandelettes en 3 mois, la plupart du temps, leur produit est périmé. J'ai essayé de discuter avec le laboratoire pour essayer d'avoir des présentations de 20 ou de 50 bandelettes, mais jusqu'à l'heure actuelle, je me suis heurté à des portes fermées. Alors, ne pas utiliser la boîte ouverte au-delà de 3 mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez ouvert la boîte et que vous l'utilisez, au bout de 3 mois, vous devez la jeter. Et là, vous devez observer la coloration des bandelettes et vous allez remarquer que lorsque vous avez des bandelettes que vous avez gardées longtemps dans votre cabinet, vous allez trouver qu'il y a certaines bandelettes qui sont décolorées. Dans ce cas-là, il ne faut pas les utiliser. Et ce qui aggrave les choses, c'est que lorsque vous avez l'humidité, la chaleur et le froid et la lumière solaire, elles peuvent modifier la coloration. Donc, ce que je vous dis de retenir, c'est de lire les bandelettes au temps indiqué par le fabricant. Pour éviter les faux positifs et les faux négatifs, un point important, c'est de recueillir les urines au milieu du jet. Pourquoi au milieu du jet? Surtout pour la fille, parce que vous avez les substances, les sécrétions de l'urètre et les sécrétions vaginales, les sécrétions des organes génitaux externes de la fille qui peuvent entraîner des modifications de la coloration. Donc, lorsque vous faites les bandelettes, donc au milieu du jet, ça veut dire que les premières urines vont nettoyer donc la filière et à ce moment-là, vous avez les urines qui sont dans la vie. Donc, il faut faire l'examen des urines sur des urines fraîchement émises, maximum 1 heure. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité, il faut les maintenir au froid et surtout ne pas réchauffer, laisser remonter spontanément à la température ambiante pour faire les analyses. Et avant de faire les analyses, il faut homogénéiser les urines. Alors, la bandelette doit être trempée totalement dans les urines, 1 seconde au maximum, rapidement, vous n'avez pas besoin de la laisser longtemps. Et il ne faut surtout pas verser les urines sur la bandelette et ne pas humecter par les couches mouillées, parce que là, vous avez des perturbations. Il faut éliminer l'excès d'urine au bord de la bandelette, horizontalement sur le bord du récipient. Et ce que je vous demande de faire, c'est de lire toujours horizontalement. Il faut éviter toute verticalisation de la bandelette, car les réactifs peuvent passer d'une zone à l'autre. Vous avez les réactifs qui sont tout à fait en haut, qui peuvent tomber sur les réactifs à côté, et à ce moment-là, vous avez des modifications. Et puis, il faut faire la lecture au temps indiqué par le fabricant. Donc, il faut ne pas utiliser des récipients sales et ne pas prendre un échantillon pour un autre, ne pas analyser les urines après 1 heure. Il faut homogénéiser les urines, ne pas utiliser des bandelettes périmées ou décolorées, et il faut respecter le temps de lecture, il faut avoir un bon éclairage, il ne faut pas avoir des erreurs de transcription. Vous voyez un peu quand même la bandelette, elle a ses impératifs et auxquels nous n'accordons pas d'importance, et de temps en temps, on peut faire des erreurs uniquement parce que nous n'avons pas fait l'examen correctement, et on peut avoir des erreurs. Alors, je reviens maintenant à l'acide ascorbique. L'acide ascorbique est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la bandelette actuellement vendue en Algérie, il n'est pas influencé par les... Mais à forte concentration dans les urines, regardez, lorsque vous avez un acide ascorbique élevé, il peut négativer l'hématurie, il peut négativer la glucosurie, il peut négativer la bilirubinine, il peut négativer les nitrates. À ce moment-là, il faut vous adresser au laboratoire ou bien faire les examens avec un régime pauvre en acide ascorbique par la suite. Donc, la densité urinaire, elle est importante parce que lorsque vous avez un enfant qui est déshydraté et la première mixture après, lorsque vous le réhydratez, vous devez trouver une densité urinaire élevée. Ça veut dire que le rein a répondu normalement à la déshydratation. Si vous trouvez une densité urinaire basse chez un enfant qui est déshydraté, ça veut dire que vous avez une atteinte rénale et il faut faire attention.
Maintenant, lorsque vous avez l'individu qui est parfaitement normal, vous trouvez une densité basse, ça peut être dû à une potomanie qui peut se voir beaucoup chez la fille. Alors, mais lorsque vous avez une densité urinaire forte, je l'ai écrit en rouge ici, vous avez une fausse négativité du sang, et lorsque vous avez des densités urinaires basses, vous avez une fausse négativité des protéines. Et la glycosurie n'influence pas la densité urinaire. Alors, le pH, il est important parce qu'on peut l'utiliser souvent. Il doit être fait sur des urines fraîchement émises et lues à 60 degrés. Donc, lorsque vous avez une alimentation riche en protéines, vous avez des urines acides. Lorsque vous avez un régime végétarien, vous avez des urines alcalines. Mais lorsque vous avez un pH bas ou élevé persistant, ça témoigne d'un trouble acido-basique. D'où l'importance, lorsque nous avons, par exemple, on traite les lithiases, si c'est des lithiases, des urates ou des cystines, il faut maintenir le pH bas et vous allez vérifier que vous maintenez le pH bas avec la bandelette. Et lorsque vous avez le calcium ou le phosphate, il faut maintenir un pH élevé et vous avez ici le pH que vous indique. Alors, le pH peut être force, mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire, ce que j'écris en rouge, vous devez le retenir et le répéter parce que c'est ça qui va entraîner des erreurs dans l'appréciation diagnostique. Le pH peut être forcément diminué en cas de contamination par les réactifs adjacents. C'est pour ça que je vous ai dit maintenir horizontalement. Ils peuvent être franchement augmentés en cas de bactéries qui est présente dans les urines, ou bien lorsque les urines sont analysées tardivement. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le pH sur les urines fraîchement émises. Le sang, alors, le sang, c'est ce qu'on cherche la plupart du temps. Il y a des hématuries transitoires, c'est des sujets parfaitement sains. À ce moment-là, il faut répéter l'examen. Mais en général, lorsque vous êtes habitué, l'hémoglobine, elle donne directement une couleur verte tout de suite unie, tandis que le sang, ça commence par des points verts qui s'attendent par la suite pour devenir une tache verte. Alors, regardez aussi les faux négatifs et les faux positifs. Le pH élevé faux négatif, le captopride, l'acide ascorbique à forte concentration, le test faux positif, l'infection urinaire produisant des peroxydases et l'hypochlorite, c'est-à-dire l'eau de Javel. Alors, l'albumine, les protéines, on parle de protéinurie lorsque vous avez une protéinurie au-dessus d'une croix. Alors, les protéines, il y a des causes non pathologiques des protéines, c'est-à-dire la fièvre, la protéinurie orthostatique. Lorsque vous faites un exercice, c'est la présence de bactéries ou de cellules. Et du coup, vous avez, dans les causes pathologiques, vous avez les maladies glomérulaires, les maladies tubulaires et l'infection urinaire. Alors, je répète encore une fois, uniquement lorsque vous êtes en train d'analyser, c'est-à-dire les faux négatifs et les faux positifs, je ne parle pas de pathologie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui a des œdèmes et tout, mais lorsqu'il a des urines diluées, vous trouvez une protéinurie négative. À ce moment-là, d'où l'importance de corréler avec la densité urinaire. La présence de protéines à faible poids moléculaire, par exemple, comme les maladies, on les appelle surtout des maladies adultes. Et vous avez les protéines faussement positives lorsque vous avez les urines et les pH très alcalins, et puis lorsque vous avez des résidus de désinfectants comme l'ammonium quaternaire ou la chlorhexidine dans le récipient. Alors le glucose, il n'y a pas normalement de glucose dans les urines. Et la glycosurie est présente en cas de diabète sucré, en cas de syndrome de glycosurie rénale, de syndrome de Fanconi ou bien de perfusion de sérum glucose. Alors, il y a des réactions faussement négatives lorsque je reviens à l'acide ascorbique, la densité urinaire élevée, les corps cétoniques à forte concentration, mais il n'y a pas de réaction faussement positive. Les corps cétoniques, les tests faussement positifs, c'est le levodopa, la mesla, le captopride. Et vous avez le corps cétonique à trace ou à une croix lorsque vous avez la densité urinaire élevée ou le pH bas. Alors, les corps cétoniques, vous les voyez, bon, dans les cas où vous avez des corps cétoniques, vous connaissez tout ça. Ensuite, vous avez la bilirubine. Elle ne paraît qu'en cas d'obstruction biliaire. Bon, je vous ai fait un peu le truc, le rappel. Je vous laisse la conférence si vous voulez la lire par la suite, parce que je n'ai pas le temps. Ensuite, vous avez la bilirubine, vous avez les faux positifs comme la rifampicine ou la chlorpromazine, et les faux négatifs, revenez encore à l'acide ascorbique. D'où l'importance d'avoir dans les bandelettes l'acide ascorbique ou les urines longtemps exposées à la lumière solaire, bien sûr, vous avez une diminution du taux de bilirubine.
Alors, pour l'urobilinogène, les faux positifs, c'est les médicaments et les faux négatifs, c'est les urines longtemps exposées à la lumière ou bien à la présence de formaldéhyde. Alors, les nitrites, c'est un test spécifique qui ne réagit avec aucune autre substance et vous avez les nitrites et vous permettent d'orienter. C'est un très grand test pour l'infection urinaire lorsque vous le faites le matin avec les leucocytes. Ensuite, mais ils peuvent être négatifs en cas de bactéries dépourvues de réductase, de fortes concentrations. Regardez toujours l'acide ascorbique, l'alimentation pauvre en nitrate, et vous avez les bandelettes périmées ou longtemps exposées à l'air. D'où l'importance de bandelettes toujours qui ne soient pas périmées. Et puis les urines longtemps conservées. Les leucocytes aussi, elle peut être associée. Lorsque la leucocyturie est associée au nitrite, elle est hautement suggestive d'infection urinaire. Les leucocytes, vous avez aussi les faux positifs, les urines non collectées, comme je vous l'ai dit, d'où l'importance des urines collectées au milieu du jet pour éviter les cellules que vous trouvez dans la filière urogénitale. Et vous avez les faux négatifs, les urines mal homogénéisées, la protéinurie massive, la glucosurie massive, le traitement antibiotique, les fortes concentrations d'acide oxalique et la densité urinaire élevée. Donc, vous voyez un peu, et je finis. C'est quand même pas évident lorsque vous faites un lapstick, et vous voyez avec moi et vous partagez avec moi, qui doit être fait de manière extrêmement minutieuse pour éviter des faux positifs ou des faux négatifs et de ne pas partir sur une base fausse pour étayer votre diagnostic. Donc, il faut avoir du savoir. Il faut se baser sur la clinique, comparer toujours la clinique avec les examens à la bandelette et surtout les bonnes pratiques. Je vous remercie et j'ai dépassé d'1 minute la présentation. Merci beaucoup. Merci, professeur Bensoussi, pour cette présentation. Et ça nous permet de revenir sur l'adage. Avant de savoir voler, il faut savoir marcher. Donc, les bases sont très, 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 très importantes pour pouvoir prendre en charge les patients. Alors, on va passer aux questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Ça veut dire que vous étiez très, très explicite. Alors, il y a une question. Juste, je dois préciser encore une fois que la bandelette que vous avez actuellement en vente, il n'y a pas d'acide ascorbique dedans. Donc, il faut tenir compte de ça, parce que lorsque vous allez analyser, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se voir et malheureusement que vous ne pouvez pas détecter. Et ça, je l'ai signalé au ministère de la Santé, je l'ai signalé au laboratoire, mais les gens ne semblent pas conscients de la problématique. Et lorsque vous achetez les bandelettes de l'étranger, toutes les bandelettes, il y a toujours 11 bandelettes, et la bandelette de l'acide ascorbique, elle est importante. Voilà. Et on a bien compris par rapport à votre présentation que l'acide ascorbique quand même entraîne beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. De faux positifs. Alors, on passe aux questions-réponses. Alors, un collègue nous demande à quelle température faut-il conserver les urines pour faire le dépistage? Alors, normalement, la bandelette urinaire, elle est faite pour faire un examen immédiat. Normalement, lorsque vous êtes dans votre cabinet de consultation, vous avez des toilettes, vous lui donnez un verre en plastique jetable, il urine dedans, que ce soit la fille ou le garçon, et vous faites immédiatement l'analyse des urines et vous êtes tranquille. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, c'est quand même exceptionnel qu'on n'ait pas cette possibilité. Je ne pense pas qu'on puisse ne pas l'avoir, sauf si la personne n'achète pas les bandelettes chez lui. À ce moment-là, vous gardez les urines maximum 1 heure. Au-delà d'1 heure, vous avez beaucoup de perturbations, vous la gardez au frigidaire. Mais avant, lorsque vous la sortez du frigidaire, il faut la laisser remonter à température ambiante sans la chauffer. Et puis, à ce moment-là, vous analysez les urines. Et puis remonter à température ambiante et homogénéiser. Homogénéiser, c'est-à-dire que vous secouez les urines pour qu'il y ait… Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question.
Et il y a une situation assez fréquente chez les nouveau-nés et qui inquiète les parents, c'est la présence de taches des urines foncées. Est-ce que Alors, c'est physiologique ou pathologique? Et est-ce que la bandelette peut régler le problème? alors là, vous avez posé une bonne question parce que je viens de la vivre. Alors, c'est pour ça que l'observation est extrêmement importante. Lorsque vous prenez un nouveau-né et les premières mictions que fait le nouveau-né, vous trouvez des taches et vous avez l'impression que c'est des taches rouges. Mais si vous observez correctement, vous trouvez que ce n'est pas la couleur rouge, ce sont des urates. Et les urates peuvent se voir chez le nouveau-né parce que le nouveau-né, après la naissance, il est en légère contraction volumique, il y a une augmentation des urates. Et ces taches que vous avez là sont dues aux urates. Il n'y a absolument rien à faire lorsque vous êtes au courant. Donc, l'observation uniquement vous permet de savoir que ce sont des urates, mais pas du sang. C'est des taches, ce n'est pas, tandis que lorsque vous avez une hématurie, toutes les urines sont rouges, ou bien et vous trouvez des stries de sang. Tandis que là, lorsque vous avez, ce sont des taches que vous trouvez sur la couche, ce sont des taches orangées la plupart du temps, c'est les urates. C'est clair, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a un délai d'utilisation des bandelettes après la date de péremption ou elles restent toujours fiables? Elles ne sont plus fiables, c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez vos bandelettes, vous prenez une bandelette et vous avez les différentes bandelettes, quoi. Parce qu'il y a 11 bandelettes, finalement, sur chaque bandelette, quoi, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, vous comparez la coloration que vous avez sur les bandelettes avec la coloration qu'il y a sur la boîte. Et s'il y a une modification de la coloration avant que vous l'ayez mise dans les urines, ça veut dire que vos bandelettes sont déjà périmées. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est très important ça. C'est-à-dire, ça veut dire que vos bandelettes ne sont plus utilisables, elles sont périmées. Alors, il y a une autre question. La glucosurie sur bandelette, pas de faux positif, d'après ce que j'ai bien compris. Pardon? Il n'y a pas de faux positif avec la bandelette. Le sucre, il est mis en évidence lorsqu'il est présent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si vous voulez, lorsque vous analysez le sucre, c'est les faux positifs et les faux négatifs. Alors, à ce moment-là, je vous ai donné avec l'acide ascorbique et certains éléments qui peuvent modifier la glycosurie. Et à ce moment-là, vous devez en tenir compte. C'est pour ça qu'à l'époque, on faisait dans les bandelettes que vous avez vu des bandelettes où il y a 5. Il y a uniquement le sucre, vous avez les corps cétoniques, vous avez le pH, et j'ai oublié la cinquième, mais c'est pas suffisant. Parce que il y a des rapports entre les différents examens qui vous permettent de savoir si vous trouvez par exemple une glucosurie négative, vous regardez le pH. Si le pH est élevé, si le pH est bas, à ce moment-là, vous allez établir une relation de cause à effet et vous dites attention, ma glycosurie peut être basse à cause de telle ou telle modification d'une autre bandelette. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce cas-là, est-ce que c'est clair? Oui, oui. Voilà. Docteur Benzarga, oui. Oui, il y a une question sur notre page Facebook. Je crois que vous avez déjà répondu, mais je l'ai dit. Combien de temps peut-on utiliser une boîte de Lapsic après son ouverture? 3 mois, maximum. 3 mois, monsieur, je répète, il faut bien m'écouter. 3 mois maximum. Lorsque vous ouvrez la boîte et vous laissez le dessiccateur dedans, et lorsque vous prenez une bandelette et vous la refermez tout de suite, et ensuite, lorsque vous regardez les bandelettes, elles ne sont pas, leur couleur n'est pas modifiée, parce qu'elles peuvent se périmer avant 3 mois. Et lorsque vous avez une modification de la couleur, par exemple, si le pH, vous n'avez pas la couleur du pH à l'état avant, parce que si vous prenez est-ce que je peux reprendre ma conférence pour montrer l'image? Oui. Attendez, je vais vous montrer ça. Oui, docteur Benzarga, allez-y. Benzarga, vous pouvez déjà attendre. Allez-y, Benzarga. Je vais finir ça parce qu'il faut que je vous montre. Regardez ici. Regardez ici, par exemple, la bandelette.
Sur Oui, la gauche, là, vous avez la coloration normale de la bandelette lorsqu'elle n'est pas trempée dans les urines. Et vous regardez ces colorations. Lorsque vous ouvrez la boîte et vous regardez la bandelette avant de l'avoir trempée dans les urines, et vous voyez qu'il y a une modification de la couleur par rapport aux couleurs qui sont données sur la boîte. Ça veut dire que votre bandelette est périmée. On est d'accord. d'accord, monsieur? Monsieur Oui, Benzaga, vous êtes d'accord? Oui, oui. C'est très important, ça. Très, C'est très important. c'est pour cela que je n'utilise pas les bandelettes à mon cabinet parce qu'elles se périment, elles sont chères. Elles Oui, sont. oui, mais c'est ça, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai dit au laboratoire, s'ils veulent vraiment qu'on soit efficace pour les patients, il faut qu'ils fassent des boîtes de 10 maximum. Bon, au bout d'un mois, 10, vous pouvez les utiliser, mais 100, c'est beaucoup. Moi, oui. moi qui fais une consultation de néphrologie, 100, je les utilise au bout de 2 mois, je les finis. Pourtant, je fais à peu près dans les 2 à 3, 4, 5, 6 examens par consultation. Monsieur Besloussi, est-ce que la densité urinaire des bandelettes est aussi fiable que le densitomètre dans le test de restriction ou dans la déshydratation? Alors oui, il est efficace lorsque vous faites l'examen tout de suite. Il aide. D'ailleurs, vous savez, monsieur Benzalga, il y a quand même l'association des idées. Lorsque vous prenez les urines d'un enfant qui était déshydraté, vous les voyez déjà, c'est des urines qui sont foncées. Ça, c'est le premier élément. Urine foncée, ça veut dire que ce sont des urines concentrées. Et là, lorsque vous faites la densité urinaire, vous allez la trouver élevée. Mais si vous avez un enfant qui est déshydraté et la première émission, vous trouvez des urines claires, déjà vous êtes inquiet. Et lorsque vous allez faire la densité urinaire, vous allez la trouver basse. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est une atteinte rénale, il faut vous méfier. C'est rare. Merci. C'est rare. Alors, il y a une remarque par un collègue qui dit, vous avez dit qu'on n'observait pas de faux positifs avec la glucosurie, mais d'après mon humble expérience, l'eau de Javel peut donner de faux positifs. Oui, mais ça, je l'ai signalé, c'est l'hypochlorite. J'ai parlé, c'est l'hypochlorite. Ça peut se voir. Mais là, il faut utiliser. Moi, je pense la meilleure façon d'éviter tous ces problèmes-là, c'est de ne pas utiliser un récipient, mais vous devez maintenant, on a la possibilité d'avoir des gobelets en plastique. À ce moment-là, vous utilisez le gobelet en plastique et vous le jetez, vous êtes tranquille. Il n'y a rien de grave. Alors, une question encore. Certains examens doivent se faire à jeun car certains laboratoires l'exigent pour les analyses d'urine. Non, non, mais c'est-à-dire que les gens n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les vieilleries, dans le vieux mental. C'est-à-dire que lorsque vous êtes clinicien, parce que le biologiste, il n'a que l'examen d'urine en face de lui. Mais vous êtes médecin. Vous avez fait votre anamnèse, vous avez fait votre clinique. Et vous décidez de faire la bandelette en fonction de l'examen clinique que vous avez trouvé. Vous avez un enfant qui vient, qui présente des œdèmes des bombes inférieures. Vous dites, ah, ça peut être une protéinurie, et vous faites la bandelette. Vous avez un enfant qui a une polydipsie, il a fait un amaigrissement, vous évoquez le diabète, et vous faites la bandelette réelle pour retrouver les corps cétoniques et vous trouvez la glycosurie. Donc, le laboratoire, si vous voulez, cet examen des bandelettes urinaires, c'est-à-dire c'est entre vous et vous. C'est-à-dire que lorsque c'est vous qui êtes responsable et c'est vous qui allez partir sur le bon chemin, où vous allez faire des erreurs parce que vous êtes parti sur des bases fausses. Et moi, avec cet examen-là, qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est de vous éviter de partir sur des bases de raisonnement faux. Avec les faux positifs et les faux négatifs. C'est ça. Si j'ai passé ce message-là, je trouve que j'ai réussi. Si je ne l'ai pas passé, ça veut dire que je suis incompétent. Voilà. Non, je pense que c'est très important parce que l'examen d'urine au lit du malade fait partie de l'examen clinique initial. Et avec ceci, on peut faire beaucoup de choses pour le malade Bien et sûr, une bonne bien sûr. orientation. Bien sûr. Ah oui, vous vous êtes orienté. Docteur Benzelga, est-ce que vous avez des questions sur Facebook ou des commentaires? C'est bon. Alors, je voudrais remercier le professeur Bensoussi pour cet exposé très explicite.
ça nous permet toujours d'apprendre et de revenir aux bases qui sont très, très, Est-ce très, que, très vous importantes. allez vous allez le mettre comme on peut voir lorsque vous le mettez sur Facebook et lorsque vous le mettez sur YouTube? Vous parlez De la conférence, vous allez la mettre sur YouTube ou vous n'allez pas la mettre? Oui, 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 on oui. va la mettre sur YouTube. Oui. Parce que la dernière conférence, je ne l'ai pas trouvée sur YouTube, moi. Ici, vous allez sur notre chaîne YouTube et si vous ne pouvez pas, vous allez sur notre site et vous cliquez sur une image. Monsieur Besnoussi, ça prend Non. du temps. On ne l'a pas encore mise, là, votre communication. Votre dernière communication, parce qu'il n'y a plus de contact facile avec le D'accord. corona, donc ça prend du temps. D'accord, très bien, M. Terki. Merci beaucoup. Monsieur Voilà. Besnoussi, Non. une dernière question. Oui. Pourquoi l'analyse d'urine n'est pas fiable avant l'âge de 3 mois? Qui c'est qui vous a dit ça? C'est qui a demandé ça. Un confrère. Personnellement, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai Très jamais bien. lu. Honnêtement, je n'ai jamais lu ça. J'ai jamais lu ça. Moi, je pense que le message que je dois donner, c'est par exemple, la personne qui a posé le diagnostic sur les tâches au niveau chez le nouveau-né, ça existe. Il est rare quand même que vous ayez des pathologies rénales chez le nouveau-né, jusqu'à 3 mois. Mais c'est après que la situation se manifeste. Mais les examens sont fiables. Si vous avez une protéinurie dans les urines, un syndrome néphrotique congénital, vous allez trouver la protéinurie massive obligatoirement. Aucun doute Oui. là-dessus. Si vous avez un diabète, si vous avez une glucosurie rénale, vous allez le mettre en évidence, même si c'est à 2 jours, à 3 jours. Si vous êtes perfusé avec du sérum glucosé hypertonique, vous allez avoir votre glucosurie. Très bien. Mais Très il bien. faut avoir de bons produits. Très important, de Oui. bons produits. Voilà. Malheureusement, pour l'heure actuelle, nous n'avons pas de bons produits en Algérie. Ben, en attendant. Voilà. Merci beaucoup.